À peu près 1h30 d'échanges sur des sujets qui sont très intéressants, puisque le sujet, c'est penser le monde autrement. Vaste sujet. Vous êtes la 3e conférence de la journée. Il y a eu une première où ce sont tous les marins qui nous ont fait rêver. C'est assez facile quand on a traversé l'Atlantique, quand on a fait le Vendée Globe. Ensuite, on a eu quelque chose où c'était beaucoup plus... les pieds dans l'eau, j'allais dire, puisqu'on a eu des intervenants qui parlaient de la qualité des eaux de baignade et des enjeux que ça pouvait amener sur des territoires comme le Pays Basque, et le côté importance de l'eau douce, c'est-à-dire des bassins versants dans la pollution des océans et de nos littoraux en particulier. Et maintenant, c'est justement à vous de parler. Donc, je pense que le mieux, c'est que vous n'êtes que 2. Tout à l'heure, ils étaient 6, c'était beaucoup plus compliqué. Là, on a 1h30, donc on a le temps, que ça se passe bien. Donc, n'hésitez pas à développer. Donc, on va commencer par vous, Christian. Donc, développer un peu votre manière de voir, de penser le monde autrement. Vous avez on va avoir chacun son micro. Hein. Bien, bonjour, ou plutôt je vais dire bonsoir, bonjour à tous. D'abord, je suis très honoré et très heureux d'être là. Merci beaucoup pour votre invitation. Je remercie également Love is Blue. Je remercie bien sûr l'organisation de Wave of Change. Je suis très content, j'ai fait la connaissance de Maurice hier et je crois qu'on a plein de choses à dire en commun. C'est ça qui est fabuleux, c'est que souvent on se rend compte que dans nos évolutions, sans se connaître auparavant, on arrive à un certain nombre de points communs. Alors la question, effectivement, c'est penser le monde autrement, c'est une vaste question. Je commencerai par ma chronologie personnelle. Je travaille sur la mer depuis toujours. Alors je vais appeler des coupables, je ne suis pas marin, je n'ai pas forcément le pied marin non plus, je suis né à Boulogne-Billancourt, donc ce n'est pas totalement maritime. La mer m'a toujours fasciné, sans doute à travers ce que vous avez entendu tout à l'heure, parce que moi qui étais vraiment un cancre quand j'étais à l'école, je regardais ma cour de récréation en voyant ces murs assez tristes, cet arbre qui n'en finissait pas de pousser. Et pour moi, la mer, c'était les vacances, mais au-delà des vacances, c'était la liberté, c'était l'exotisme, c'était surtout... J'ai commencé à descendre sous l'eau, ce qu'on oublie de temps en temps de faire, parce que j'étais un très grand admirateur de Tintin, et j'avais connu le secret de la licorne, et plus encore le trésor de Rackham le Rouge. Et donc je me suis fasciné toute ma vie, je travaille sur la mer, après je me suis mis quand même au travail parce que la mer m'a motivé, donc j'ai une formation d'historien et d'économiste. Et par rapport au sujet qui nous est proposé aujourd'hui, penser le monde autrement, je crois d'abord qu'il faut dire, et ça me fait plaisir de partager ça avec vous, que nous rentrons dans un 3e temps de l'histoire mondiale. C'est-à-dire que notre génération au sens large, avons la chance de vivre un temps tel que ça ne s'est pas produit depuis 30 générations. En gros, 30 générations, c'était le tournant du 15e, 16e siècle. C'était quoi? C'était la Renaissance. Et quand on réfléchit bien aujourd'hui, on se rend compte que nous avons, alors ça, il n'y a que les historiens qui peuvent vous dire, les 4 piliers qui sous-tendent la Renaissance. C'est dire que nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire. Le premier pilier de la Renaissance, c'était une croissance démographique. On ne la mesure pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a une croissance démographique comme jamais. Imaginez qu'en l'an 0 de notre ère, on était 250 millions. Premier milliard de terriens, 1804, sous Napoléon Ier. On est 7,7 milliards. Demain matin, 2025, on sera à 8 milliards. Et le pic démographique sera atteint aux alentours de 2050 à 10,6 milliards. Ce qui veut dire que dans 29 ans, vous allez avoir 3 milliards de terriens en plus, soit 3 fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier. Donc tous ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir, il faut considérer le monde tel qu'il était avant parce que rien ne va changer, ça va déborder un petit peu. Donc on n'a pas le choix que de penser autrement. Donc le premier booster de la Renaissance, croissance démographique, nous l'avons. Le deuxième pilier de la table de la Renaissance, c'était énormément de découvertes techniques. Vous avez tous au fond de vos rétines un certain nombre de machines plus ou moins réalistes du grand Léonard de Vinci. Mais vous savez plus que moi, pour la plupart d'entre vous, qu'on a plus découvert depuis 15 ans que durant toute l'histoire de l'humanité. Donc on a le second booster de la Renaissance. Le troisième booster de la Renaissance, c'était un Big Bang géopolitique. Je ne vais pas
m'étendre là-dessus, un tournant 1488-1492, parce qu'il y a de nouveaux axes maritimes, ça change tout, comme aujourd'hui, il va y avoir de nouveaux axes maritimes, je pense au passage du Nord, même si je ne suis pas enthousiaste. Mais en tous les cas, ça va secouer du cocotier, et ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, au contraire, il faut s'y préparer pour en tirer le meilleur, c'est-à-dire qu'il faut voir ces menaces comme des opportunités, à condition d'aujourd'hui de prendre un certain nombre de garde-fous. Donc ces 3 premiers boosters de la Renaissance, nous les avons à plein. Le 4e pied de la Renaissance, c'est là où la table devient bancale aujourd'hui. C'était que la Renaissance était sous-tendue par une philosophie résolument optimiste, porteuse d'élan, porteuse d'allant, qui s'appelait l'humanisme. On avait foi en l'homme et la femme, dans l'humain, donc on osait partir sur les mers, on osait parcourir les espaces océaniques et atteindre l'autre côté. Et aujourd'hui, et peut-être malheureusement en Europe, et peut-être malheureusement tout particulièrement en France, on n'est pas dans ce climat d'optimisme, de confiance qui fait que l'on ose, qui fait que l'on s'ouvre, on est dans la peur et donc on s'enferme. Alors, le confinement, en plus, étant passé par là, c'est vrai qu'on atteint des sommets. C'est-à-dire c'est uniquement ça, aujourd'hui, qui nous empêche de voir, pour beaucoup d'entre nous, l'avenir avec optimisme. L'avenir, il est mieux que durable, il est véritablement désirable. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer, nous changeons d'époque. Et l'histoire montre, il n'y a pas 36 temps derrière nous. Oh, si vous avez fait des études d'histoire, on vous a expliqué qu'il y a 4 temps, l'histoire antique, l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire moderne, 16, 17, 18, et puis l'histoire contemporaine. Pardonnez-moi, mais il faut voir l'histoire aussi différemment. C'est complètement occidentalo-centré, ça. Ça ne colle pas pour l'Asie, ça ne colle pas pour la Polynésie, ça ne colle pas pour les Amériques centrales et du Sud. Donc, avec le programme Océanide que vous avez piloté en son temps, on est arrivé avec 264 chercheurs, mais issus de 40 pays, pas uniquement occidentaux, à considérer qu'il y a simplement 2 temps derrière nous. Le temps des Méditerranées, parce qu'il y a la Méditerranée Mare Nostrum, Méditerranée occidentale, et vous avez la mer de Chine. Il y a eu le temps de l'Atlantique, depuis le Big Bang géographique 1488-1492, et depuis une quinzaine d'années, nous rentrons dans un 3e temps de l'histoire, qui est le temps de l'océan mondial. Et toujours pour rester dans la thématique, il faut donc voir maintenant la mer pour ce qu'elle est. À travers toute l'histoire, on a simplement vu la mer magnifique, et bravo pour le décor de la salle, en plus c'est un décor naturel, donc il n'y a rien de mieux. On a simplement vu la mer comme quelque chose qui est très grand. C'est quasiment 72% de la surface du globe, parce qu'avec le réchauffement climatique, comme tout corps physique, la mer se dilate, donc la tendance à gagner en surface. On l'a simplement vu à travers sa surface, fruit du commerce international. Mais c'est oublier qu'il faut penser en 3, voire même en 4 dimensions, penser le monde autrement, voir la mer autrement, en considérant qu'elle a 4 dimensions. La surface, bien sûr. 2e dimension, la colonne d'eau, c'est-à-dire l'épaisseur de l'eau, avec un point culminant à 11 016 mètres dans la fosse des Mariannes. 3e dimension, 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées, qu'on a vraiment vues à 5%, qu'on connaît encore pour 15% d'entre elles, mais à 80%, on sait en gros ce qu'il y a par déformation de la surface de l'eau, mais on n'y a jamais posé les pieds. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein. Explorer le fond des mers, ça équivaut à explorer de nuit les Alpes avec une lampe électrique. Donc c'est pas évident. Puis en plus, on a tout un tas de blocages culturels, c'est le monde du silence, c'est le monde du bruit, c'est le monde des ténèbres surtout, donc c'est pas évident. Puis 4e dimension de la mer, on peut avancer depuis le début des années 2000 que la biodiversité du sous-sol terrestre est différente de la biodive du sous-sol terrestre marin, sur lequel on n'a jamais travaillé. Et la mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Non pas parce qu'elle fait 72%, mais parce que l'eau de mer a des milliards d'années. Les terres sur lesquelles nous posons les pieds, les terres émergées, n'ont simplement que quelques millions d'années. Donc on a un processus évolutif qui est beaucoup plus poussé en mer. Donc sans la mer, on ne passe pas. Et donc c'est regarder la mer pour ce qu'elle est à travers ces 4 dimensions, qui sont autant d'opportunités. On a eu la chance en France d'avoir le Grenelle de la mer qui avait montré que la mer contient, on n'a pas dit la totalité des solutions, mais la quasi-totalité des solutions pour un avenir durable. Et donc, c'est imaginer ce qu'on peut faire avec cette mer, alors que toute la population mondiale va se trouver concentrée autour de la mer. Donc oui, il faut voir différemment. Et sans vous emmener dans des limbes un peu intello, etc., pour répondre vraiment, ou plutôt essayer de répondre à la question, penser le monde autrement, nous les historiens, on mesure qu'à chaque fois qu'il y a un changement de période historique, ça dépote. C'est vraiment un basculement. C'est-à-dire que si l'on veut être pertinent, efficace et penser et gérer surtout le monde autrement, il y a une nouvelle manière, il y a 3 verbes qui font toute la différence. Une nouvelle manière de voir. Si j'avais le temps, je pourrais vous expliquer comment, à travers l'utilisation et l'importance de l'utilisation des 5 sens, on n'a pas la même structuration mentale.
pour ça que ça ne sert à rien de s'excuser pour des périodes qui sont passées. On est différents, on n'est ni mieux, ni moins bien, ni inversement. C'est une manière de voir, d'avoir et d'être. Et quand j'évoque avoir et d'être, c'est les deux auxiliaires des lactines. Aujourd'hui, toute la consommation est basée sur l'auxiliaire avoir. À l'évidence, on va aller vers une consommation basée sur l'auxiliaire être. Alors c'est fascinant parce que changer d'époque, ça change tout. On rentre dans une autre dimension. Si j'ai vraiment le temps de vous développer les choses, c'est très intéressant parce que jusqu'à la Renaissance, cette période que je vous ai développée, la notion de progrès, d'ailleurs le mot progrès n'existait pas. La notion d'un mieux-être, c'était un retour en arrière, retrouver un paradis perdu, retrouver un paradis terrestre. Et puis vous avez eu la Renaissance, où fort de la redécouverte de l'Antiquité, eh bien, on commence à imaginer le progrès non pas comme un retour en arrière, mais comme une projection vers un futur. Et aujourd'hui, on est là. Cette vision linéaire de l'histoire qui donne du sens à l'histoire amène à considérer que mon deuxième trait est meilleur que le premier parce que c'est nouveau, donc tout ce qui est nouveau est source de progrès. Sauf qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on n'en est plus là. On a eu un très bon bouquin qu'on cite, qui est un vieux bouquin, Les 30 Glorieuses de Jean Fourassier, qui étudie les 30 années de mutation de la France 1945-75. En gros, dit-il, en conclusion, en 1940-1975, on a réalisé le rêve du siècle des Lumières. On a cumulé suffisamment les facteurs de production pour réaliser ce rêve qui était de croire qu'avec une accumulation matérielle, l'homme serait heureux. Et conclusion de Jean Fourastier, sommes-nous plus heureux pour autant? Vous sentez bien que lui, il amène à dire non. Et donc, on est ici, je vois bien, le mardi je suis prof de fac et le mardi je vois mes étudiants, on voit bien qu'on n'est plus là. Toute nouveauté n'est pas un progrès, ça dépend de l'utilisation de la nouveauté. Aujourd'hui, nous rentrons premier temps de l'histoire, deuxième temps de l'histoire, et le troisième temps de l'histoire sera une autre vision du sens. Oui, toujours la linéarité, mais vous aurez aussi une verticalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à penser, il faut penser en troisième dimension, il faut se réarmer intellectuellement en termes de mode de voie, de pensée. Pourquoi ? La mer, on la voyait qu'à travers une seule dimension, elle en a 4. Donc on voit qu'il faut voir le monde différemment. Et c'est très intéressant parce que, pour bien vous montrer qu'on est aujourd'hui dans un nouveau temps de l'histoire, mais tout le système éducatif, pardonnez-moi, est à revoir. Et plus j'avance, plus je me rends compte que c'est les cancres, en quelque sorte, qui apportent le maximum de choses. Et j'en suis arrivé à m'interroger sur un certain nombre d'éléments. On est quand même dans un monde où il y a deux types d'approches. L'approche scientifique ou l'approche littéraire. L'approche scientifique, je fais attention parce que de brillants ingénieurs dans la salle, c'est quand même basé pour la plupart sur un modèle équationnel du xème degré où les résultats sont prédéterminés par les prolegomènes de l'équation. C'est-à-dire qu'on a bon, on n'a pas bon, et ceux qui ont bon, tous le même résultat. Ça n'aide pas forcément à gérer le complexe. Ça fait 1 an qu'Albert Einstein a fait les travaux que vous connaissez, mathématiques, physique quantique, mais hormis quelques instituts spécialisés, on ne monte pas au méta. On est toujours dans un système linéaire qui est celui de l'équation. Ou alors, vous avez, j'en parlerai un peu plus parce que c'est plus ma spécialité, c'est les littéraires. La formation des littéraires, c'est le plan thèse, antithèse, synthèse, mais mettons-nous bien d'accord sur la synthèse. Si la thèse, c'est blanc, l'antithèse, c'est noir, il y a de fortes chances que vous me disiez, la synthèse, c'est gris. Alors je vous dirais, vous avez le choix, parce qu'il y a le gris clair ou le gris foncé. Mais en fait, la synthèse, c'est tout sauf gris. Le gris, c'est le politiquement correct. La synthèse, c'est minimum rose à point vert. Si je vous mets ça sous forme d'ensemble pour que ma pensée soit plus claire, ça c'est la thèse, un rectangle, ça c'est la thèse, antithèse, grand B, deux éléments qui sont contradictoires. C'est quoi la synthèse? On fait tout ça, on est bien embêté, il y a un problème. Hein. C'est ça, je dirais, le complexe. On prend ce qui est de moins dérangeant dans le A, on prend ce qui est de moins dérangeant dans le B, et on fait une espèce de synthèse, c'est-à-dire du politiquement correct, que nous condamnons tous, mais que nous faisons quasiment tous parce que nous avons été formatés comme ça. C'est quoi la synthèse? C'est minimum ça. C'est-à-dire, je me mets dans un ensemble beaucoup plus large, je prends du recul, je monte au méta, je décolle, je reviens à cette vision du sens, qui consiste à dire, sur un autre plan, avec plus de hauteur, thèse et antithèse sont peut-être complémentaires l'un de l'autre. J'ai eu l'occasion d'exposer ça en Chine, et je me suis fait assassiner intellectuellement par un philosophe chinois qui est monté, comme ça, qui a tout rayé. Bon, j'ai repris espoir quand j'ai vu qu'il continuait. Il m'a dit, mon pauvre ami, vous êtes bien de chez vous. Oh, vous faites le beau, vous faites le malin, vous prenez du recul, mais vous êtes toujours dans la case. Vous êtes toujours prisonnier du carré. Nous, en Chine, j'ai repris espoir quand il a commencé à mettre des petites flèches comme ça. Il va nous parler des Indiens, donc on va faire le tour du monde. Il me dit, mais non, ça c'est bien votre figure préférée, vous les Occidentaux, le carré. Nous, c'est l'infini des possibles.
C'est-à-dire il faut sortir du cadre. Pas simplement même autométate, sortir du cadre et rester dans l'infini des possibles. Puis après, il m'a fait une leçon de choses qui est assez marrante. Il m'a dit, mais les Occidentaux, vous êtes marrants quand même. L'un de vos jeux favoris, c'est le jeu d'échecs, composé avec un carré, qui est votre figure parfaite, composé que de petits carrés de noir et blanc, en plus c'est manichéen, et même si c'est vous qui gagnez, vous aurez perdu les trois quarts de vos pièces, et c'est nous qui sommes plutôt forts démographiquement. Nous, c'est le jeu du Go, nous, c'est le mahjong. Donc on voit qu'on a une autre vision des choses. C'est-à-dire, en d'autres termes, thèse et antithèse que nous avons du mal à faire coïncider, chez les Asiatiques, ça s'appelle le yin et le yang, et il n'y a pas de mouvement de vie, de mouvement de transformation qui s'opère sans le yin et le yang, quelque part. Donc on voit qu'on s'est moqué, nous, occidentaux, à travers l'histoire, à travers le sens de l'histoire. Nous, notre sens de l'histoire, c'était linéaire, vous l'avez vu. Chez les Asiatiques, c'était circulaire. Et on s'est un peu moqué d'eux en disant, mais ils tournent en rond, les pauvres gens. Attention, attention. C'est comme ça, mais il y a quand même un trend, si je veux vraiment faire l'occidental. Chaque année, il y a le printemps, mais il n'y a jamais deux printemps qui sont pareils. En fait, peut-être que c'était moins efficace, sûrement, l'histoire l'a montré, mais dans une période, dans ce troisième temps de l'histoire, où le monde est infiniment complexe, où il y a des défis nouveaux, il faut peut-être justement se situer dans une dimension, vous voyez, qui est 3D, tri ou quadridimensionnelle, c'est-à-dire qui sont probablement plus à même de gérer le complexe que nous. Alors il ne s'agit pas de se dire on est foutu, oh là 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 là. Non, ça veut dire qu'il faut peut-être changer notre manière de voir, appréhender le monde différemment, autrement. Autrement, on ne passe pas. Ce n'est pas simplement pour faire le beau, c'est que face à la Chine, on ne comprendra pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Un dernier exemple, c'est 10 secondes, et après j'arrête, Bernard, c'est promis. Les Chinois investissent dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors on fait des traits, on ne voit pas à quoi ça sert. On fait les lignes droites, on ne voit pas. Bon, après on fait des points dès qu'ils investissent. On finit par se dire qu'ils ne savent plus quoi faire de leurs sous tellement qu'ils en ont pris depuis 2008. C'est au 5e point qu'on se rend compte que les lignes droites sont toujours inopérantes, mais que ça forme une courbe. À ce moment-là, vous êtes déjà enchoussé. Donc on voit comment il faut penser différemment. Il faut aujourd'hui se dépasser, sortir de ces cadres, penser, apprendre à penser différemment, considérer que le bon résultat n'est pas celui que tout le monde pense, que le bon résultat, c'est celui qui sort du cadre, et qu'il faut s'affranchir de tout cadre. Alors c'est totalement insécurisant, je veux bien, mais ça c'est la vraie liberté. Pardonnez-moi, j'ai été trop long. Merci. Christian, quand la passion habite, on n'est jamais trop long. Malheureusement, bon, évidemment qu'on a des contraintes, mais merci. Et merci parce que je pense que tu viens de parler de la Chine, je pense qu'il faut faire avec. C'est-à-dire que maintenant, on doit travailler tous ensemble, il n'y a plus d'opposition. Maurice, ça peut paraître très curieux d'ailleurs de vous mettre ensemble, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement bien le sujet, qui est un universitaire, alors que Maurice est plus dans la philosophie, pas que. Alors on a été obligé de réduire évidemment sa fonction, donc photographe, grand voyageur bien sûr, conférencier, il a tellement d'autres qualités, et donc ça va être très intéressant de voir la réponse qu'il peut apporter à cette question essentielle, penser le monde autrement. Mais je n'ai pas de réponse à apporter, cher Christian. Bonjour toutes et tous. Je suis un peu, comme tous les participants, enthousiasmé par la somme de data que tu nous fournis. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir suivre les prolégomènes de l'équation. Penser le monde autrement, si je cherche dans ma besace, la seule chose qui me permet d'approcher ça, c'est la chance d'avoir été dans des ateliers de travaux pratiques sur cette planète, auprès de ceux qui pensent le monde autrement. Parce que nous vivons dans un monde et nous pensons qu'il est temps de le changer, mais nous oublions que dans ce monde, il y a plusieurs mondes. Et que penser le monde, c'est le faire. Vous connaissez le mot d'Arthur Rimbaud, « Je me crois en enfer, donc j'y suis ». Eh bien, nous sommes dans le monde que nous avons pensé pour nous. Ce qui fait que, de l'autre côté des baies vitrées, nous avons une masse d'eau. Et cette masse d'eau s'ouvre à bien des possibilités. Par exemple, on pourrait considérer, quand on arrive avec sa planche sous le bras, qu'on dispose là d'un formidable terrain de jeu. J'entendais ce matin parler de la montagne et de l'océan comme un terrain de jeu. Pourquoi pas, c'est sympathique.
où on pourrait considérer que c'est un territoire inconnu à explorer, effectivement. Et puis derrière cette idée-là, on pourrait aussi considérer que non seulement c'est un territoire à explorer, mais il y a peut-être moyen d'y continuer un peu notre extractivisme, hein, l'activité préférée des Occidentaux, prendre, prendre, prendre et encore prendre. Mais ce qu'on a appris récemment, grâce aux scientifiques occidentaux, au GIEC par exemple, c'est que les ressources sont limitées. Parce qu'on peut aussi regarder l'océan comme une ressource. Dans tout ça, il y a un tout petit problème. C'est qu'on oublie la nature profonde de ce qu'est cet organisme de l'autre côté des baies vitrées. Et ceux qui pensent le monde autrement s'en souviennent. Mes amis sauvages, ceux pour qui 1492 a effectivement été un Big Bang, le jour où ils ont découvert Christophe Colomb, perdu sur une de leurs plages, eux continuent de penser le monde autrement parce que eux se souviennent que l'océan, la première des choses de l'océan, c'est la source d'où nous venons. Nous sommes les produits de cette masse d'eau. Nous en sommes sortis au cours de notre histoire. Au point même qu'aujourd'hui, nous salons nos plats parce que l'organisme humain a besoin de sel et que ce besoin, c'est la vieille mémoire en nous d'où nous venons. Et voilà soudain que cette masse d'eau commence à prendre une identité. Et changer le monde, enfin penser le monde autrement, ça ne consiste pas à changer le monde ou à sauver le monde. Comme dit mon ami Jacques-André Bertrand, en regardant un peu autour de lui ce qui se dit, ce qui se fait, ils n'arrivaient pas à se sauver eux-mêmes, alors ils pensaient sauver le monde. Penser le monde autrement, j'ai eu l'occasion, encore une fois, d'être dans des travaux pratiques avec ceux qui pensent le monde autrement. Dans ce lien avec l'océan, le penser autrement, c'est le réinclure, c'est redevenir ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. C'est-à-dire des éléments, des membres d'une espèce qui appartient au grand tout. Et aujourd'hui, comment nous pensons le monde ? Ben, nous le pensons en propriétaire. Nous le pensons en possédants qui réfléchissent à la meilleure façon d'exploiter leurs ressources. Et parfois de façon vertueuse. Mais regardez bien qui nous sommes. Mes amis les sauvages, s'ils nous regardent, alors nous sommes ceux qui... Nous sommes des animaux qui pensent. Et d'ailleurs, la première chose que nous pensons, c'est que nous ne sommes pas des animaux. Et pourtant, nous sommes des animaux dans l'ordre des animaux. Ce qui fait que ce matin, toutes et tous ici, nous avons allègrement, en bons occidentaux, déféqué dans entre 8 et 12 litres d'eau potable. Et puis cet après-midi, nous conférons sur comment protéger cette ressource. Et nous appelons l'eau une ressource. Nous appelons l'eau une ressource. Il faut la protéger. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ma fille, jamais j'irai, grâce aux sauvages qui m'ont murmuré des choses à l'oreille, j'ai appris de jamais lui dire protège l'eau, arrête de faire couler l'eau du robinet, protège ta ressource. Non. Regardez qui nous sommes. Nous avions dans notre langue maternelle, celle dans laquelle l'amour est bleu, ça c'est une pierre dans son jardin, ma langue maternelle, celle que j'entendais dans le ventre de ma mère, dans cette langue-là, l'amour est bleu. Pourquoi devrais-je céder la vibration de ma langue maternelle au profit de la langue de l'empire dominant ? D'autant que l'empire dominant nous a collé environnement.
nous avions dans la langue française le milieu ambiant. Et c'était pas si mal, le milieu, l'ambiance, mais nous avons cédé à l'anglicisme environment, ce qui fait que dorénavant, tout nous environne. Il y a moi et puis il y a tout ce qui m'environne. Et là, c'est mal parti. Parce que l'eau, la fameuse ressource à protéger, j'en suis fait. J'en suis fait à plus de 70%. Ma version lyophilisée, ça a beaucoup moins d'allure. Ça tient dans un ziploc, dans un placard. Je suis fait d'elle et j'ai passé 9 mois, comme Christian, plus ou moins 9 mois, dans le ventre de ma mère, à procéder à ma gestation dans l'eau salée. En d'autres termes, elle est la source de la vie. Nous sommes faits d'elle. Elle était là avant nous. Elle a constitué ce qui recouvrait cette planète à l'origine des temps. Nous en sommes sortis. Nous sommes devenus des animaux terrestres dans la longue histoire de l'évolution. Et aujourd'hui, nous sommes ceux qui appelons l'eau une ressource et ceux qui considèrent la nature comme l'environnement. Si l'air se contente de m'environner, je meurs. Il faut que l'air rentre en moi. Il faut qu'il vienne faire rougir mon sang dans mes veines. Mon sang qui est rouge et salé. Salé, je vous l'ai dit, mon sang, notre sang, il est salé par mémoire pour honorer Père Océan, d'où nous venons. Et il est rouge parce qu'on a du fer dans notre organisme. Et ce fer, et ce n'est pas un truc de chaman. Non, non, Steve Hawking, plus grand astrophysicien de l'époque. Mon sang est rouge parce que ce rouge de mon sang, c'est la trace du fer dans mon organisme, qui lui-même est l'indication que je viens des atomes constitués par l'explosion d'étoiles qui existaient avant la Terre. Eh bien, vous voyez, mon propos dans la recherche de penser le monde autrement, il consiste à dire qu'il y a un petit truc à changer dans nos mentalités. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut tout changer. Il faut changer notre rapport au monde. Il faut comprendre que... Et si vous avez des difficultés, parce qu'à ce stade de la vidéo, il y a déjà des commentaires. Oh, c'est des trucs mystiques. Non, non, vous avez un problème avec ça, allez voir Einstein. Vous voyez, Einstein explique exactement comment tout est lié, tout est vibration. Les Indiens, ils tapent sur leur tambour, ils disent à Einstein, yeah, tout est vibration. Nous appartenons à la grande famille du vivant. Et il y a une source de bonheur là-dedans. Dans le monde des civilisés, c'est le progrès, toujours le progrès, encore le progrès. Et plus il y a de progrès, plus les civilisés développent la pathologie du progrès. Et la pathologie du progrès s'appelle la dépression, le trou d'air, un trou à l'intérieur de soi, un trou vide à l'intérieur de soi, qui attriste et qui rend soucieux. Ça, c'est la maladie de la civilisation. C'est la pathologie du progrès. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on est de plus en plus vers le progrès et puis il y a de plus en plus ce trou à l'intérieur de moi qui me dit un truc vide, jamais rempli, une soif jamais étanchée? Elle vient de ça. Elle vient de notre distanciation profonde. Nous, je vais prononcer le mot qui fâche, nous les Blancs, nous les Occidentaux, nous les civilisés, nous avons développé et entretenu avec le monde un rapport distancié de ceux qui ont oublié le respect aux membres de leur famille. Et il y a un bonheur incroyable, une fois qu'on a vérifié que personne ne regarde, à rentrer dans l'océan en s'adressant à lui. Je suis dans les temps. J'étais l'autre jour sur un petit bout de la plage du VVF à côté. Et ça peut être mal pris ce que je vais dire, mais ça peut paraître immodeste. Et franchement, ce jour-là, il y avait une très très grosse lignée de plastique, et même des sacs entiers. Des fois, on soulevait le truc. Et bon, évidemment, j'étais au Laguna chercher un autre sac en plastique, mais celui-là pour remplir. Et j'ai fait mon
ma part. Et vous savez quoi? C'était une goutte dans l'océan pour le coup. Mais pourquoi je l'ai fait? Pour nettoyer les plages? C'était vraiment... Non. Je l'ai fait parce que grâce aux sauvages, petit à petit, à la rééducation à laquelle ils ont procédé pour moi, j'ai appris à nettoyer un peu la plage, à me tourner vers l'océan, à lui dire c'était ma petite chose pour toi aujourd'hui. Et demain, quand je vais tenter de faire le tour du phare à la nage, j'espère qu'il se souviendra de ça, l'océan. Peut-être se dira-t-il, ah, c'est toi ce jour-là. Les sauvages pensent comme ça. Ça fait ricaner les cyniques. C'est pas grave. Ça fait sourire les poètes. Et que vaut notre vie dans la pure accumulation des biens? Que vaut-elle? Il y a cette soif à l'intérieur de nous. Donc, la renaissance que j'évoque, moi, c'est la renaissance de notre monde. Il arrive à un moment d'asphyxie. On voit bien que c'est plus possible. Nos façons de faire, plus possible. Et c'est tant mieux. C'est une opportunité formidable. Mais du coup, la renaissance, elle consiste à voyager en terre inconnue. Aller voir ceux qui nous fascinent dans leur dénuement et leur simplicité parce qu'on sent bien qu'auprès d'eux, on retrouve qui nous fume. Et vous savez, il faut faire très attention parce que nous, les technologiques, les civilisés, les développés, quand on regarde un papou avec son étui pénien, on se dit qu'il est sympathique, mais enfin, tout ça est un peu sommaire, n'est-ce pas? Seulement, un papou, c'est un des ADN les plus anciens de l'humanité, originaire d'Afrique. Et qu'est-ce qu'il nous dit, là, à poil avec son étui pénien, en nous regardant? Qu'est-ce qu'il nous dit, le papou? Il nous dit, je reproduis le même mode de vie depuis 60 000 ans. C'est-à-dire que j'ai compris la science fondamentale de la survie qui consiste à entretenir un rapport d'égard partagé entre moi et ce qui m'entoure. En d'autres termes, ce scientifique-là, à poil, avec son étui pénien, il mérite qu'on lui tende l'oreille, du haut de nos chairs, du haut de nos théories, du haut de nos universités. Tous les ans, je participe à une université dans le monde, la Crota, une danse. Tous les ans, on danse avec le soleil. On ne danse pas pour le remercier, on ne danse pas pour lui rendre grâce, on danse pour être dans le même mouvement que lui. Et parfois, dans cette danse, il y a la magie opère. Parfois, on regarde le soleil et on réalise qu'on sent physiquement que ce n'est pas lui qui est en train de descendre. Le soleil, il ne se couche pas, il ne se couche jamais le soleil. Ce soir, quand le soleil va se coucher, faites l'expérience, regardez-le bien. Et puis sentez que vous êtes sur la boule et que c'est la boule qui est en train de faire ça. Et cette autre façon de se lier au monde, dont j'espère qu'elle est complémentaire de ce que Christian apporte de connaissances et de façon de faire, mais il me semble qu'elle est fondamentale et que sans cette réappropriation, cette réconciliation avec nous-mêmes et donc avec le monde, il est temps de nous réconcilier avec le monde. Nous avons avec les animaux, avec les végétaux, des relations de prédateurs qui sont une perversion de qui nous sommes originellement. Nous ne sommes pas programmés pour nous comporter comme nous nous comportons. Donc, pour moi, il y a dans cette invitation à penser le monde autrement, il y a cette nécessité, non pas de retourner vers les paradis perdus. Vous connaissez le mot de Federico García Lorca. Cette terre est le probable paradis perdu. Nous y sommes, mais se souvenir qu'il y a plusieurs façons d'être au monde, il y a plusieurs façons de regarder cet océan, il y a plusieurs façons de respirer un peu d'air frais, et qu'il y a une médecine dans la réinstauration de notre sens de l'appartenance à quelque chose de plus grand que nous.
On n'en attendait pas moins de vous deux. Et voilà, on croyait, moi vraiment je ressentais qu'il allait se passer quelque chose cet après-midi. Et voilà, on s'est dit beaucoup de choses. Rien, on va pas transformer le monde comme tu l'as dit. On va réfléchir chacun de notre côté en repartant chez nous ce soir et certainement dans les jours qui viennent à tout ce que vous avez dit. Il était dit aussi que on allait vous laisser un temps de parole long pour que vous puissiez exprimer. C'est jamais assez long hein, quand on vous écoute. Mais en tout cas, on a la chance maintenant, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir non seulement avoir des gens dans la salle, mais être en streaming et avoir beaucoup de gens qui nous regardent. Donc je sais que ce matin, ça a été Marion qui a regardé tout ça. Donc non seulement vous allez pouvoir poser des questions, mais en plus on va avoir des questions qui vont venir de l'extérieur par les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce qu'on peut répondre maintenant et voir comment les interrogations que vous avez provoquées chez chacun d'entre nous? 10 secondes peut-être. Ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire, Maurice, c'est la complémentarité. On ne se connaît pas plus que ça. On s'est rencontrés, on a parlé 10 minutes hier soir à Waves of Change. C'est ce que tu dis, c'est qu'on est vraiment là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de retrouver le paradis perdu. On voit bien que la seconde temps, il ne colle plus. Moi, ma source d'espoir, c'est de voir les jeunes. Ils s'inscrivent dans cette verticalité. La verticalité, c'est tout ce que tu as dit. C'est vraiment la profondeur de l'être. Et ce qui me frappe, souvent on dit de l'environnement, on va sauver la planète. Moi je déteste cette phrase, il faut sauver la planète, parce que comme si on ne faisait pas partie de la planète. Tu disais ça hier, c'est tout à fait exact. Et ce que tu as profondément exprimé, et je crois que c'est profondément vrai. Et plus j'avance, plus je me rends compte que la vie que nous compliquons, elle est infiniment simple. Ce qui est bon pour l'homme est bon pour la planète et inversement, parce que nous faisons partie, tu l'as dit, de la planète, de la nature, qu'on a tendance à dissocier de nous. Donc il y a cette communion à retrouver, pas simplement avec les autres, mais avec cette nature. Ce n'est pas notre environnement, c'est une partie de nous-mêmes. Et là, je me retrouve tout à fait dans tout ce que tu as exprimé. Voilà, pardonne-moi. Et puis, une petite chose, maintenant, je suis, après les grandes envolées lyriques, comme ça, il faut passer aussi rentrer dans le dur. Comment on fait? Donc, quelles que soient les questions posées, je voudrais avoir, à un moment donné, la possibilité d'évoquer 2 pistes, qui sont, à mon avis, 2 pistes possibles. En tout cas, celles que les femmes sauvages continuent de me murmurer à l'oreille. Marion, on fait une petite un intermède question ou on engage déjà voir s'il y a des questions. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas du côté des réseaux. Je pense que ça... Je ne suis pas sûre que les personnes se disent « oulala, donc quelle question je vais pouvoir poser après ça ?» Je pense que tout le monde est encore un peu dans la réflexion. Donc apparemment, j'en ai pas plus ici. Donc on t'écoute, Maurice, avec grand plaisir. Tes 2 pistes, si tu en as plus, on est preneur. Si vous voulez, maintenant que je vous ai embarqué sur cette petite piste qui nous sort des autoroutes menant vers nulle part, parce que la civilisation occidentale, j'ai connu un homme médecine, il disait dans les villes occidentales, « People are rushing, going nowhere ». Les gens se dépêchent d'aller nulle part. Et on se demande si c'est pas... Quand je vois soudain l'intérêt pour les natifs du monde, je me dis que il doit y avoir une idée derrière la tête. En fin de compte, c'est quand on est un peu moins sûr de la superbe croisade du progrès et de la civilisation, on se met à tourner les yeux un peu vers les autres, on se dit, tiens, et eux, comment ça se passe? Donc, voilà, je pense que il y a comment répondre à l'obligation de... Comment on fait, comment on s'y prend pour embarquer sur un sentier inconnu, quitter l'autoroute menant vers nulle part et embarquer vers une aventure possible. Alors c'est très clair et c'est très simple. Pour moi, c'est foutu. Hein. Les réflexes sont déjà là. J'ai beau faire entretenir mon lien avec l'océan, qui se souviennent de moi, en faisant ce que j'ai à faire parfois, etc. Mais c'est foutu, les réflexes, les façons de penser, le moule. Mais pour changer le monde, c'est pas compliqué. Vous prenez le système éducatif, vous prenez le moule du système éducatif, vous le mettez au bord de la table et vous le cassez radicalement. Parce que nous sommes devenus ça aussi.
Christian et moi, on a en commun d'avoir été dans un lycée, le même lycée, bon lycée et tout ça. Bon. Là maintenant, ma fille, à 15 ans, on lui demande de choisir, d'abandonner certaines matières au profit d'un. En d'autres termes, on l'éduque selon les sinistres lois du management. On en est là. On a laissé cette façon de se comporter coloniser nos esprits jusqu'à la propager dans l'éducation de nos enfants. Mais il y a un secret. Il y a un secret. Il y a un seul endroit où on change le monde. Un seul. Est-ce que Nerea, elle est toujours... Nerea, viens me voir. Viens, ma grande. Et j'espère que ça va faire monter l'audience sur YouTube, parce que viens me voir. Je vais vous montrer le seul endroit où on change le monde. Il n'y a qu'un seul endroit où on change le monde. Un seul. Ni à Wall Street, ni en Assemblée plénière des Nations Unies, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les conseils d'administration des compagnies du CAC 40. On ne change pas le monde dans ces endroits-là. On perpétue les mêmes vieux réflexes. Le seul endroit où on change le monde, c'est dans son esprit et dans son cœur. Et combien de temps ça prend? Ça prend 20 ans. Pas si long. Il suffit de lui dire, l'eau, c'est une grand-mère. Ce n'est pas une ressource, c'est une grand-mère. Il faut la traiter comme une grand-mère, et ça marche. Et tu verras, ça fait du bien. On se dit, ah, tiens, je ne vais pas jeter ça dans l'eau parce que je vais respecter grand-mère. L'air, c'est sacré. Et d'un seul coup, voilà le mot qui est prononcé. Parce que, tu peux retourner voir papa, maman. Parce que ce que les sauvages nous apprennent aussi, c'est qu'il y a une seule digue contre la folie de l'extraction, contre la folie de... Vous savez comment Sitting Bull appelait l'or? Il avait regardé l'homme blanc se comporter avec l'or. Il avait compris comment appeler l'or, le métal jaune qui rend fou. Encore aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on a voulu, dans ce qui reste à nos Indiens de France, les Kali'na, les mal connus, nos Indiens à nous, nos représentants du monde ancien à nous, nos ancêtres parmi nous. Parce que les sauvages du monde, les primitifs, les peuples premiers, les autochtones, ils sont ça. Ils sont qui nous fume. Ils sont la présence de ceux sans lesquels nous ne serions pas là. Et donc, on a eu le projet de la montagne d'or. Et c'est des malins, hein, parce que la montagne d'or, on dirait un conte de Grimm. La montagne d'or. Ouais, on va raconter ça aux enfants ce soir, ça va être formidable. Non, la montagne d'or, c'est 600 hectares de forêt massacrée et des millions de litres d'eau cyanurée. Et pourquoi? C'est ça le plus fascinant. Pour avoir des lingots d'or. Mais pourquoi? Et là, le système est tel que personne ne sait répondre. Pourquoi il nous faut plus de lingots d'or? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'or dans la forêt guyanaise, dans le monde des Blancs, alors qu'il y en a des centaines de tonnes qui dorment au cœur de Paris, dans les sous-sols de la Banque de France? On en est là. On est des canards sans tête. Il n'y a qu'une digue contre ça, contre la folie, contre cette maladie, contre cette pathologie du toujours plus. Il m'en faut plus, je prends. Ma folie à moi avec mon téléphone. Il n'y a qu'une digue. Et tous les peuples autochtones du monde la connaissent. C'est sacré. Quand l'océan est sacré, quand la rivière est sacrée, quand la montagne est sacrée, regardez qui nous sommes. Pour les Tibétains, elle s'appelle Chomolungma. Pour les Népalais, elle s'appelle Sagarmatha, déesse de l'univers. La déesse des mers, comme s'il y avait une compréhension du flocon à la vague. Pour ces peuples-là, cette montagne-là, elle était ça. Et donc sacrée, c'est-à-dire pas touche. On n'y va pas. On ne va pas jusqu'au sommet, c'est la demeure des esprits. Et franchement, dans ce monde, l'injonction pas touche, il est temps. Hein.
Il est temps, pas touche. Mais pour nous, c'est quoi l'Everest? La plus belle montagne du monde. Ben, c'est ça, c'est l'Everest. C'est le nom du colonel britannique, des premiers qui déboulent. Comment on va l'appeler? Il n'y a qu'à vous de lui donner. Il y en a un qui a dû dire, il n'y a qu'à lui donner votre nom, mon colonel. Et nous sommes ceux-là. La plus belle, la plus haute montagne du monde. La mère de toutes les montagnes. Elle porte le nom d'un colonel anglais. Voilà qui nous sommes. On va à son sommet. Pourquoi faire? Pour déplier son petit drapeau. La vieille mentalité de colon. Donc ça, honnêtement, tous les sauvages du monde le savent. Ernie Lapointe, descendant de Sitting Bull, est venu à Paris le dire. Ce monde-là ne va pas durer plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Il ne veut pas dire que le monde va mourir. Il n'y a que l'homme blanc pour croire qu'il va détruire la planète. Il n'y a que lui pour se la péter à ce point-là. Cette arrogance, pour qui il se prend? Détruire la planète? 5 milliards d'années, la supernova? Non, Ernie Lapointe, il ne veut pas dire que le monde va finir. Il veut dire que cette façon de se comporter avec lui arrive à épuisement. Mais il y a Néréa. Donc, il faut la volonté, et plus encore. Parce que la volonté, ça ne suffit pas. Dans nos pays, on dit toujours on manque de volonté. La volonté des politiques, la volonté des entrepreneurs, la volonté de l'homme de la rue, la volonté de l'opinion publique, non. Quand vous passez du temps chez les Kayapo avec Raoni, quand vous passez du temps dans les réserves indiennes d'Amérique du Nord, les lieux de plus faible revenu par tête d'habitants de toute l'Amérique du Nord, le taux de suicide chez les adolescents le plus élevé de toute l'Amérique du Nord. Vous réalisez que ce qui nous manque à nous, ce n'est pas la volonté, c'est le courage. Il faut le courage. Et maintenant, nous les Occidentaux, nous sommes face à ça. Nous sommes face au test. Est-ce que nous aurons le courage que toutes ces populations ont démontré jusqu'à aujourd'hui, face à nous et à notre façon de se comporter avec eux? C'est cette question-là qui est en jeu. Parce que si nous avons le courage, alors oui, nous aurons le courage de rompre avec nos façons de penser et de distiller, d'instiller dans le cœur des générations à venir une nouvelle façon de se comporter avec le monde et donc un nouveau monde. Christian? Alors, voilà. Bon, je pense qu'on a déjà maintenant, il est pas loin de 5h20, 17h20, donc on a encore du temps devant nous. Et tant mieux. Alors je leur montre parce que j'ai une montre indienne. Oui. Elle est magnifique, il n'y a pas d'aiguille. Et donc je ne sais pas s'il y a eu des questions qui sont arrivées, ou alors si on donne la parole, c'est un temps de parole assez équitable. On n'est pas là pour essayer de dire, voilà, on n'est pas avec le sablier, certainement pas. Parce que de toute façon, tout est intéressant. Mais Christian... Une réaction simplement sur la fausse montre de Maurice. Elle est intéressante. Moi, je me pose souvent la question, on n'a jamais travaillé aussi vite et on n'a jamais été aussi débordé. Combien de fois regardons sa montre? Je ne sais pas, si tu regardes une fausse montre, c'est trop d'un autre débat. Mais combien de temps regarde-t-on sa montre ou ce qui fait office de montre par jour? Mais le fait de travailler aussi vite et d'être aussi débordé pose un problème. Bon, il m'arrive souvent d'intervenir sur des questions géopolitiques. Bon, je ne vais pas vous faire de la géopolitique maintenant, mais souvent on croit que c'est un machin entre les Australiens, les sous-marins, etc. C'est vrai aussi, mais il y a 3 niveaux de géopolitique. Il y a un premier niveau qui est intéressant et qui, à mon avis, conditionne les 2 autres niveaux, tout au moins le dernier niveau. Si la géopolitique, c'est une articulation entre le temps et l'espace, si l'on veut être vraiment libre ou voir autrement, peut-être qu'il faut établir une géopolitique personnelle dans mon rapport au temps et à l'espace. C'est-à-dire, quel est le temps que je prends pour moi? Quel est le temps que je prends pour m'ennuyer? Parce qu'à la limite, si on ne s'ennuie plus, on ne laissera pas monter ses envies. Enfin, je ne vais pas vous chanter la chanson d'un grand chanteur national, etc. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Et dans quel espace de jeu on se projette? Est-ce que c'est uniquement Paris, Biarritz, la Chine, la Russie, etc. C'est-à-dire que si nous ne bâtissons pas une géopolitique personnelle sur notre rapport au temps et à l'espace pour nous, quelque part, on va flotter. Et je crois que la géopolitique, on ne la mesure pas comme ça. Et que dans un monde complexe, bah oui, il faut sortir du cadre, mais peut-être c'est d'abord prendre du temps pour nous.
Quel est le temps qu'on prend pour développer notre imagination? Quel est le temps, encore une fois, qu'on prend pour s'ennuyer? Je suis frappé de voir qu'on ne s'ennuie plus jamais. C'est fini. Avec tous les objets à notre disposition, l'ennui a disparu. Il ne faut surtout pas s'ennuyer. Et dans quelle mesure est-ce que c'est une ressource profonde? Est-ce que ce n'est pas une école qui nous permet de voir les choses autrement? Et je pense qu'il faut qu'on retrouve un autre rapport au temps et à l'espace. Et c'est un petit peu ce que tu dis aussi à travers ce contact privilégié que tu as eu avec ceux que tu appelles des sauvages. Alors, en tant qu'on appelle sauvage, je me souviens d'un vieux bouquin d'un monsieur que j'aime beaucoup, c'est vieux, Michel de Montaigne, l'homme du XVIe siècle, qui disait « On a beau les appeler sauvages, nous les dépassons en toutes sortes de cruautés, de sauvagerie. » Donc je crois qu'il faut rompre avec... je suis assez d'accord avec le modèle éducatif. Je crois qu'il faut s'affranchir totalement du modèle éducatif qui a fait ce qu'il a pu, qui a été adapté, qui a poussé les choses vers le mieux, mais dans un temps qui est révolu. On n'est plus dans ce temps du linéaire. Donc il faut un modèle éducatif où il y a cette dimension de verticalité qui nous fasse nous retrouver nous-mêmes dans un accord avec la nature, l'environnement, etc. Mais pour arriver à ça, je pense que s'affranchir du cadre, je reviens à mes obsessions, c'est prendre du temps pour quitter son port d'attache, pour nous situer dans un autre plan, c'est-à-dire dans un autre espace. Et ça, on n'est plus du tout habitué à ça. Et quelque part, je ne sais même pas si on a envie de ça, parce que c'est insécurisant, ce que tu as dit aussi. Et qu'on préfère rester dans ces certitudes. On ne se pose pas de questions, et puis on a tous un instinct grégaire qui nous rassure quelque peu quand même. Donc c'est pas simple, on est dans un monde compliqué, et il faut du courage, je suis assez d'accord avec toi. Il y a ce mot de... Il y a un grand explorateur français qui s'appelle Jean Mallory, et qui est à l'origine d'une formidable œuvre de réconciliation, on pourrait dire, à lui tout seul. Il a 100 ans cette année et il est un connaisseur des populations boréales pour avoir passé du temps notamment chez les Inuits au Groenland. Et il est l'auteur des Derniers rois de Thulé, qui fut en son temps un très grand succès de librairie et qui lui a permis de commencer la collection Terre humaine. Et Jean Mallory a cette phrase incroyable et qui est évidemment toute empreinte de tout ce qui s'est imprégné en lui au contact de ces populations. Jean Mallory, il a cette formule, il dit « C'est un honneur de vivre ». Et vous retrouvez ça chez tous les peuples indigènes, cette philosophie de vie. C'est un honneur de vivre. Ce cadeau de vie que nous avons reçu, qu'est-ce qu'on en fait? Cette aventure de vie, cette merveilleuse insécurité qui fait que danger et risque sont des synonymes de vivre. Mais nous sommes devenus aussi, nous, les Occidentaux, les civilisés, nous sommes devenus le ventre mou de l'humanité. Nous avons des jokers dans toutes les poches tout le temps, et des protections, et des garanties, et des assurances. On va sur Surf Report avant de savoir quelle est la taille des vagues, on veut connaître la température de l'eau avant de s'y jeter. Et effectivement, il y a aussi là une part... il faut s'ébrouer, il faut se secouer les puces, comme on disait dans des expressions de mon enfance. Il est temps. Mais c'est enthousiasmant au nom de cet honneur de vivre. Donc il faut essayer de transmettre autre chose. J'entendais ce matin un jeune navigateur qui parlait des jeunes qui sont éco-anxieux. La première, l'écologie et les écologistes, pour moi il y a une petite erreur de casting. L'écologie, ce n'est pas une politique, c'est une spiritualité. L'écologie, c'est l'occasion de retrouver une des dimensions de qui nous sommes, tous. On n'est pas obligé d'être des religieux, c'est le choix intime et personnel, mais nous sommes tous des êtres spirituels, tous, parce que nous sommes des animaux métaphysiques. Nous nous posons des questions. Nous questionnons sur notre propre finitude, la mort. Vous prenez un trader new-yorkais, un businessman japonais, un bantou du Soudan, un Sami de Finlande, et vous les asseyez autour d'un feu. Et chez chacun d'entre eux, malgré leurs différences culturelles, va apparaître le même
le même questionnement, la même interrogation, le même regard vers les étoiles. Nous sommes ces animaux-là pour une raison particulière, mystérieuse, qu'on connaît un peu, la posture verticale, mais qu'on comprend mal. Et voyez là aussi la différence des civilisations. Le fait que nous soyons des animaux particuliers dans notre civilisation, ça fait de nous les maîtres. Et chez tous les peuples indigènes, ça fait de l'homme le gardien du reste des animaux. Chez les Lakota, c'est bien connu, l'homme a des capacités qu'en observant les autres animaux, c'est un peu différent, donc ça fait de lui le gardien du règne animal, la responsabilité. Vous savez, on vient de traverser une période où dans nos pays, j'ai beaucoup entendu ma liberté, mes droits, mon corps. Et il faut que je vous dise, chez les Sioux du Dakota, c'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu. Ce qui est bien vu, c'est ma responsabilité, mes devoirs, ma communauté. Un des secrets de la réappropriation d'une façon d'être au monde qui nous ramène à ce que nous sommes et à la joie de vivre, qui est le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'accumuler, il n'y a qu'un but dans la vie. Hein. Le but ultime de la vie, ça s'appelle la joie de vivre. C'est ce qu'on souhaite à nos enfants. Moi, je ne souhaite pas à ma fille d'être ni banquière, ni SDF, non, je lui souhaite d'avoir la joie de vivre. Et un des secrets pour la joie de vivre, c'est de fonctionner en se souvenant de la richesse qu'il y a dans nous. C'est ce que David Choquehuanca, le vice-premier ministre, le premier ministre ou le vice-président bolivien explique dans son discours. Il parle du Jiwasa comme une espèce de médecine pour guérir le monde. Alors on se dit, c'est quoi le Jiwasa? Alors, on va aller sur Google pour trouver. Le Jiwasa, dans la langue Aymara, ça veut dire nous. La médecine pour demain, c'est nous. C'est de commencer à faire les choses nous. Fini, moi, je. D'ailleurs, moi, je, seul au monde. Un trou à l'intérieur. Je, nous. Et si on voulait le dire un peu plus crûment, le devenir de l'humanité, partager ou mourir. On peut le dire comme ça. Pour bien mettre en exergue le nous. Donc, voilà, il y a des pistes. Il y a des pistes. Et sur le mode du système éducatif, cet enfermement dans l'individu, là aussi, c'est devenu très excessif. Très excessif. Donc, il y a des pistes, celles que Mathieu Ricard évoque quand il évoque le mode d'éducation coopérative. C'est très intéressant. Je suis à toi, Marion, dans un instant. Mais quand vous arrêtez, quand il n'y a plus de premier de la classe, quand la classe fonctionne en groupe, alors on se dit, ben oui, mais alors quand même, les plus intelligents, les plus doués, alors comment? Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la gratification ne leur vient plus d'être désigné comme le premier, le numéro 1, de pouvoir avoir accès au carré VIP, et toutes ces choses qui nous font croire dans des élites qui n'en sont pas. La satisfaction qu'il a du don reçu, qui fait de lui peut-être l'élève le plus rapide à résoudre l'équation ou le plus vif à comprendre le problème, c'est que, comme il fait profiter le groupe de sa célérité intellectuelle, cérébrale, sa gratification lui vient du groupe. C'est le groupe qui lui renvoie la satisfaction de l'avoir comme un des éléments du groupe. Et donc la coopération, ce n'est pas le nivellement d'un robinet d'eau tiède qui rend tout le monde à égalité, non. Mais c'est une autre forme, une autre façon de faire circuler entre nous les dons propres des uns, des autres, et nos capacités, et nos expertises, et nos façons, et nos possibilités de faire. Alors, c'était pour faire le lien justement avec le système éducatif. J'ai une question de Renaud à distance.
Donc si l'écologie devenait une matière première à l'école, qu'est-ce que serait cette matière première et quels sont les enseignements qu'il faudrait y apprendre? C'est compliqué. Parce que finalement, une fois de plus, Maurice, je pense que l'écologie, c'est une forme de spiritualité, de rapport secret, intime, même pour être plus précis, entre l'homme et son environnement. Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que ça se découvre? Est-ce que c'est à l'écoute de soi et des autres? Je dirais à l'école davantage peut-être nous apprendre des méthodes de découverte et non pas des résultats. Le problème, c'est qu'on est plus dans le résultat. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je dirais, c'est apprendre à découvrir et à aimer partir et à aimer se jeter à l'eau, pour rester dans mon vocabulaire. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre de l'école. Il faut avoir une méthodologie qui nous permette de s'adapter. Je reviens, pardonnez-moi, dans mes eaux qui sont les miennes. C'est que l'école nous donne un navire, ils nous apprennent à naviguer, et puis que fort de ce navire, c'est-à-dire des connaissances, et de cet art de naviguer, eh bien, elle nous incite à partir. On est un pays qui n'ose pas partir, qui a peur de tout, qui a perdu peut-être son identité. C'est ce que Maurice appelle le trou, le moi-je, peut-être par certains côtés. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une spiritualité. Je dis ça, mais je dirais sans faire de prosélytisme religieux. Il y a différentes formes de spiritualité. C'était Teilhard de Chardin qui disait « tout ce qui monte converge ». Mais je crois que ce qu'il faut avant tout, j'ai essayé de le développer un peu à l'écrit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut monter au méta. Quand je dis qu'il faut apprendre à gérer le complexe, c'est monter au méta, c'est passer dans le 3D, c'est sortir du linéaire, c'est sortir du toujours plus, c'est sortir de l'avoir, c'est rentrer dans l'être. Mais l'être, ça ne s'apprend pas. On peut apprendre par cœur le catéchisme, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on a la foi. Donc je crois qu'il n'y a pas de réponse, ou plutôt la réponse est un questionnement perpétuel qui consiste à vivre pleinement. C'est pas simple ce qu'on dit là, peut-être, mais c'est fascinant. C'est l'aventure d'une vie, quelque part. Oh là. C'est-à-dire que la première des écologies, c'est l'écologie intérieure. C'est celle qui consiste à habiter son être. Et c'est le fameux mot repris, là aussi, qui fait doucement ricaner un peu les gens sérieux. Mais sauf que chez les sauvages, on sait très bien que les sérieux, ce sont les gens qui prennent leurs certitudes pour des vérités. Donc, c'est pas si impressionnant que ça, les gens sérieux. Ils prennent leurs certitudes pour des vérités. Par exemple, ils ont dit aux Indiens « Ah ben vous venez d'Asie par le détroit de Bering ». Alors on dit ça depuis. Et puis il fallait abonder, hein. On a un intellectuel Sioux qui s'appelait Vine Deloria, professeur à l'université de Boulder dans le Colorado. Lui n'abondait pas à la théorie du détroit de Bering pour le peuplement de l'Amérique par l'Asie. Alors ça ricanait sec dans son dos, hein. Et maintenant, Vine Deloria, peut-être quand on visite sa tombe, on voit le petit tumulus se secouer parce qu'il rigole sous sa tombe. Et non, la vérité d'hier. La Terre était plate, hein. Il fut un temps où la Terre était plate, puis si vous abondiez pas, watch out, hein, parce que il y en a qui avaient les allumettes et le bûcher, hein, parce que bon, ben oui, mais la Terre n'est pas plate. La Terre n'est pas si plate que ça. Peut-être pour les gens jeunes ou ceux qui prétendent l'être ou qui voudraient faire croire qu'ils le sont encore, comme certains d'entre nous, il y a une piste formidable en ce moment dans l'histoire de l'humanité, pour le coup, et qui est une forme de réconciliation aussi. C'est que la science contemporaine, qui évolue et qui change aussi, parce que quand le biologiste dans la blouse blanche, il a 30 ans et qu'il n'a pas mon âge, ben la science change. Parce que nouvelle mentalité, nouvelle façon de faire. La science et les savoirs traditionnels des peuples premiers sont en train de se corroborer. Quand les Sioux disent « Mitakoyoyasin », nous sommes tous, et quand ils disent « à toute ma parenté », en reconnaissant que, comme dans une forme de reconnaissance, que le vivant, une expression qui n'existait pas, hein, quand j'étais enfant, ça n'existait pas, le vivant. Donc c'est une compréhension récente. Le vivant, c'est quoi? C'est la famille au sein de laquelle tout le monde est membre de la même famille. Eh bien, cette vieille compréhension spirituelle des Sioux, elle est corroborée de plus en plus par la science. Si j'avais dit il y a 20 ans qu'à l'approche, qu'au contact de la chaleur extrême d'un incendie, un cyprès dégaze.
c'est-à-dire qu'il se libère de son benzène, de son xylène, pour être moins combustible. Si j'avais dit ça, on m'aurait dit, il y a 20 ans, on aurait dit les perchés, lui, les arbres, ça pense, ça communique. Mais aujourd'hui, on le sait. Plus fort encore, non seulement à l'approche de la chaleur, le cyprès dégaze, mais plus loin, d'autres cyprès qui ne sont pas si près de la chaleur, sentant passer le nuage de gaz et de concentration de xylène, de benzène, comprennent la situation et dégazent à leur tour. Si, il y a 20 ans, j'avais dit qu'un cheval dans un centre palliatif à Dunkerque est appelé par la doctoresse principale parce que ce cheval a la capacité de prévenir que dans telle chambre, l'occupante ou l'occupant va quitter ce monde prochainement, on m'aurait dit non mais lui, il a trop traîné chez les sauvages et ces trucs d'indiens, ça lui est monté à la tête. C'est la réalité aujourd'hui. Le cheval, il s'appelle Peyo. Et c'est un cheval autiste et il a cette capacité. Et soudain, on regarde le monde animal différemment, n'est-ce pas? Et soudain, on s'interroge aussi sur la manière dont on les traite dans la petite impasse, le long de la Dour, là-bas, où ils arrivent par camion. Enfin, manger la viande des animaux, pourquoi pas? Mais les traiter dans l'indignité où on les traite, ça pose quand même problème pour un civilisé. Mais il y a cette piste, la science et les savoirs traditionnels se corroborent de plus en plus. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? À la fin de sa vie, Albert Einstein, le grand chaman blanc, celui qui avait compris le pouvoir des cheveux comme les Indiens, qui les gardaient bien raides sur sa tête. À la fin de sa vie, Albert Einstein travaillait sur la théorie du tout. Il en avait fini avec la relativité, il voulait pousser un cran plus loin la façon d'éclairer le mystère, l'ombre de ce qui échappe à notre connaissance. Il travaillait à la théorie du tout. La théorie du tout, les Kayapos avec qui j'étais au mois de janvier, ils la connaissent. Les Sioux, ils la connaissent. Les Ponca, ils la connaissent. La théorie du tout, c'est une chose toute simple à comprendre. Dans cet univers, tout ce qui vit communique avec tout ce qui vit, tout le temps, partout. La même idée que Einstein, tout est vibration. Si tout est vibration, avec mon ami Bernard, on discutait et il y avait du ciel bleu. Si on avait passé tous les deux 40 minutes à regarder le bleu du ciel, notre journée, notre pensée dans la journée, notre état d'être en aurait été influencé. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez sur Google ou sur un autre. Nous sommes ces êtres-là. Donc tout ce qui communique, tout ce qui vit, communique avec tout ce qui vit partout, tout le temps. Là, il y a une avenue à explorer, merveilleuse, magnifique, enthousiasmante et pacifiante, parce qu'elle nous réconcilie avec les rapports d'hostilité. On veut nous faire croire que nous sommes des animaux prédateurs, hostiles, agressifs, que dans la vie, pour s'en tirer, il faut marcher sur les autres, que l'histoire de l'humanité, c'est la guerre de tous contre tous, selon la formule d'un philosophe anglais, Hobbes, sinistre personnage. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, lui? Quel furoncle le travaillait pour en arriver à conclure que l'histoire de l'humanité, c'est la guerre de tous contre tous. C'est pas vrai. C'est pas une vérité. C'est pas une vérité vérifiable. De la même façon que si nous étions des loups si nous étions les uns pour les autres, ce que la formule qui dit l'homme est un loup pour l'homme, qu'à Dieu ne plaise. Croyez-moi, si nos sociétés étaient organisées comme la société des loups, on vivrait dans un monde beaucoup mieux ordonné. Et d'ailleurs, on vivrait dans un monde où, pour parler de l'humanité, on ne dirait pas l'homme, parce que les civilisés, dans le monde des civilisés, c'est ça. Pour parler de l'humanité tout entière, on dit l'homme, alors que la majorité des hommes dans cette planète sont des femmes. Problème.
Les loups, en partie matriarcat, en partie patriarcat. Donc, pour finir et abonder aussi à ce que Christian présentait, cette formidable convergence de ce que la science dévoile de l'inconnu, de la vie, de tout ce que nous considérions comme des choses et qui se révèlent être des êtres. Cette avenue, elle est merveilleuse, elle est fascinante. Elle nous permet aussi de nous reconnecter avec une poétique du monde, sans laquelle nous ne sommes rien. Je regarde Monsieur Loiseau qui a parcouru les océans. Je pense à Bernard Moitessier. J'entends le chant de la mer, je regarde les étoiles et je n'ai pas sommeil. Moi, j'ai posé une question, je vais revenir très concrètement. On vous écoute et on a envie de vous écouter des heures et des heures. On s'interroge et on va s'interroger encore longtemps. On est peu dans la salle, je ne sais pas combien de gens nous regardent, mais en tout cas, j'ai envie de dire à tout le monde que vous avez non seulement la capacité de parler et de nous embarquer avec vous, mais vous avez aussi la capacité d'écrire. Et je pense qu'il est temps maintenant, puisqu'on va arriver à la fin de cet échange merveilleux, que vous nous parliez aussi de vos écrits et qu'on ait tous l'occasion de repartir et de se dire oui, j'ai envie de prendre les bouquins qui vont rester avec nous et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer régulièrement pour repenser à ce moment que l'on vient de vivre. Donc je sais que, Christian, tu as une bibliographie importante. Est-ce qu'il y a des livres par rapport à se penser le monde autrement qui te semblent nécessaires et que tu peux nous conseiller? Pas seulement les tiens d'ailleurs, peut-être. C'est compliqué parce que les oui. livres, c'est très indiscret en fait. Non, je crois que toutes les lectures qui élèvent. Moi, je suis obsédé du méta, de ce que tu as dit sur les Indiens, sur Albert Einstein que tu as beaucoup cité. Je crois que le plus grand livre, c'est la nature, quelque part. Et je suis tout à fait sidéré par une nouvelle vision. La nature, parce que bon, on a fait des usines à gaz dans nos coins et on est en train de se rendre compte que la nature est en avance sur nous, sur ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, je pense notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme, c'est-à-dire, c'est regarder avec émerveillement ou amour, prenez les mots que vous voulez, et on se rend compte que la nature, dans la mer, c'est faire des choses qu'on ne sait pas faire. Je prends une moule, la moule sécrète une colle, qui est aujourd'hui la colle la plus costaud que l'on connaisse, puisqu'elle marche même dans l'eau et même dans l'eau de mer. Bon. Le requin sécrète une substance qui est le plus formidable anti-fouling du monde. Bon, nous, on fait des anti-fouling pour mettre sur les coques des navires, pour éviter que le phytoplancton, le picoplancton, etc., s'y mettent, etc. Alors, c'est complètement artificiel, c'est pas très efficace et c'est polluant. Bon. Et le requin sécrète une substance qui est infiniment plus efficace. On n'a jamais vu un bigorneau accroché à la peau d'un requin et qui est parfaitement compatible. Et on pourrait multiplier les choses comme ça. La plus petite puce aujourd'hui, c'est les algues, les rofficées qui sont très communes là au large de nos côtes. Il y en a des millions là. Elle sait faire des puces plus petites que les puces électroniques que l'on sait faire. J'en montrais une ce matin. Donc je crois que le plus formidable livre, c'est pas forcément celui qu'on va emprunter dans la bibliothèque. C'est, je me répète, c'est de se jeter à l'eau, aller au milieu d'une forêt, aller au milieu des autres, aller au milieu du partage. Et finalement, c'est à travers le partage que tu as dit, Maurice, je crois que c'est ça le livre. Alors bon, s'il fait froid, qu'on est perdu et qu'on ne peut pas sortir, le livre est utile, mais mieux vaut humer l'air de la vie et prendre le large. Je crois que c'est bien. Il faudrait aussi, juste avant de céder la parole, remercier Guillaume Catala, Laurent Gaudin, parce que je suis parmi vous grâce aussi à l'aide, au soutien d'Aqualine. C'est un formidable procédé qui va révolutionner le transport maritime et aérien demain dans le sens zéro CO2. Donc je suis aussi content de savoir qu'ils sont là, de les voir et puis de les remercier aussi à travers vous. Donc oui, j'ai écrit des bouquins, mais je préfère citer le bouquin de la nature. Bon, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Marin de nos vies, qui est sur le rapport mer et spiritualité. Toute vie est une traversée océanique quelque part. On pourrait presque aller filer la métaphore en disant que la vie n'est pas un long fleuve tranquille parce que c'est une traversée maritime. Et la mer, d'un certain point de vue, peut être élément de réconciliation entre les trois grandes religions monothéistes,
la sagesse hindouiste, bouddhiste et même la psychanalyse. Une vraie vie, c'est une traversée, c'est oser, ce que tu disais, hein, oser se jeter à l'eau, oser traverser. Voilà, il ne faut surtout pas rester enfermé chez soi, même avec Netflix. Il faut... même si vous sortez, je sais bien qu'il y a toujours des fous qui peuvent vous écraser au passage. Écoutez, je sais bien, mais la vraie vie, c'est oser, c'est entreprendre, c'est risquer, même si c'est risqué, mais c'est peut-être ça la vraie vie. Hein, donc je crois que, quelque part, la vie vaut le coup d'être vécue, et c'est peut-être... moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit à travers la joie de vivre. Est-ce que la joie de vivre n'est pas le baromètre, le thermomètre, l'instrument de navigation qui doit être le nôtre et sur lequel on doit regarder régulièrement les choses? C'est une interrogation, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que cette joie de vivre, on la trouve chez ceux qui ont les moindres raisons de l'avoir. Et d'ailleurs, c'est leur secret. Et pour tout vous dire, vous faire une confidence sur le monde indien, le sage drapé dans sa couverture au sommet de la colline, dans la lumière du soleil couchant, en train de dispenser une sagesse, en fin de compte, assez mièvre, d'enfoncer les portes ouvertes, quand le soleil se couche, blablabli, c'est pas ça. Les Indiens, s'ils avaient été comme ça, l'histoire de... J'ai connu un chef, il disait à ses enfants, quand ils allaient à l'école, il disait « Always remember that history is his story ». Je ferme la parenthèse. Mais l'histoire les aurait balayés. Si ces populations, si les Indiens Kayapo au cœur du Mato Grosso sont toujours là, si nos Kalinas sont toujours là, si les Papous sont toujours là malgré le génocide, puisque malheureusement il faut aussi prononcer ces mots-là, c'est aussi qui nous sommes dans ce monde. Hein. Nous sommes dans un monde où des populations sont balayées au principe qui se tiennent debout sur des endroits où si on gratte profond, on va trouver les minéraux, les terres rares, etc. etc. Donc. Mais si ces populations sont toujours là, c'est parce qu'ils aiment se taper sur les cuisses et rigoler un bon coup. Hein. Moi, les Sioux, je les connais bien. Ils seront stoïques 5 minutes parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on les imagine. Mais dès qu'on prend lien, on est avec des gens qui aiment la vie. Donc ils aiment la nourriture qui a du goût, les blagues un peu crues et le bonheur de vivre. Il y a peut-être un mot pour nos amis entrepreneurs. Parce que la civilisation, j'évoque la civilisation, il y en a qui vont raser les murs et vont se dire « Oh là là !» Il faut savoir une chose, hein, cette civilisation, elle a un génie. Il y a un vieux Sioux qui disait ça, il disait « L'homme blanc est génial. Il a un génie de la technologie. » Moi, je suis photographe. Imaginez les gens qui voyaient arriver un gars avec une boîte carrée, son truc est tellement magique qu'il se cache derrière un drap noir et quand il a fini son truc, il vous sort une plaque, puis il a attrapé votre esprit, puis vous êtes attrapé sur la plaque. C'est génial. Donc, nous avons un génie de la technologie. Le seul problème, c'est que au regard de ces populations, l'homme blanc est génial, mais il est fou. Donc il invente des choses géniales et il en fait un usage dément. Donc il n'y a pas besoin de tout changer, il y a juste changer un petit peu la façon dont on projette l'usage de nos technologies. Moi, aller sur Mars, pourquoi pas ? Mais si c'est aller sur Mars en se disant qu'ici, là, on arrive au bout, on a pillé tout ce qu'il y avait à piller, allons piller un peu plus loin, j'aime autant que ça ne marche pas comme projet. Ça, c'est une chose. Et puis, je voudrais partager avec vous une petite... passer un peu... Ce que dit Christian, c'est très juste. Il y avait un vieux Sioux qui disait « Parlez de la nature, parlez de la nature ». Puis au bout d'un moment, il dit même, encore mieux, au lieu de parler de la nature, parlez-lui. Alors, ne le faites pas devant tout le monde. Hein. Vous allez dans le pignada, vous vérifiez qu'il n'y a personne et adressez-vous aux arbres. Voyez. Bernard, hier, il a vu les oiseaux. Il y a du merveilleux autour de nous, partout. Le merveilleux nous entoure. Mais il faut arriver à le... Il faut lui donner sa chance.
J'étais avec un vieux monsieur qui s'appelle Raoni. Et quand il n'a pas sa coiffe de plumes, et quand il est dans la tristesse du veuvage d'avoir perdu sa compagne, et quand il est dans son village, on voit que c'est un vieux monsieur. Certes, il a mené les combats, certes, c'est un guerrier, il a sur lui les blessures des flèches, la morsure de jaguar sur ses jambes, mais c'est un vieux monsieur, 90 ans sans doute. Il vit jusqu'à environ 25 ans sans être un contacté. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, il a pensé le monde, et puis à un moment donné, il a réalisé qu'il y avait un autre monde dans ce monde. Et nous, on l'a découvert. Et voilà, peut-être pour illustrer une autre façon d'être au monde, mais retenez bien la conclusion, retenez bien avec la chute ce qu'elle a de scientifique. Ce qu'elle a de scientifique, sa réflexion scientifique. On est sur le fleuve Xingu en pirogue et il pleut. Mais il pleut comme en Amazonie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut commencer à écoper parce que dans la pirogue, on a de l'eau jusqu'aux chevilles et on ne voit plus les rives. Et on ne distingue plus ce qui sépare l'horizon du ciel. La foudre claque au-dessus de nous à abîmer le tympan. Comme les Kayapos, ils vivent dans ce monde hybride, il y a 2 jerrycans de 50 litres d'essence, ce qui fait qu'on entend la foudre, on regarde les jerrycans. On a tendance à devenir un tout petit peu croyant sur les bords, en se disant Et ça dure, et ça dure. Et à un moment donné, le ciel s'éclaircit, la pluie baisse et on retrouve la perception des rives. Et quelques instants plus tard, comme si on rentrait dans une pièce, on rentre dans une poche où d'un seul coup on gagne plusieurs degrés. Il fait chaud. Et pour certains de nous, torse nu, on commence à s'inquiéter parce qu'on se disait on va claquer des dents, on commence à frissonner avec la pluie, la température avait baissé. Mais voilà que soudain on rentre dans une poche où il fait pouf, on gagne quelques degrés d'un seul coup. Et ça nous détend. Et mon amie Nathalie Boishuyghe de Bordeaux, qui était à l'origine du voyage avec Philippe Barre de l'association de la coalition Climax, on a fait ce voyage pas pour soutenir Raoni, mais pour l'écouter, pour apprendre de lui et voir ce qu'on pouvait échanger. Elle m'explique ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là où on a ressenti la chaleur nous envelopper, elle s'est tournée vers le vieux chef, elle s'est tournée vers le vieux Kayapo. Elle lui a dit « Oh, que ben, mas quente !»« Ah, que c'est bien, il fait chaud !» Et là, ce vieil homme, ce vieux scientifique à sa façon, il tourne le bras vers la forêt comme ça. Et puis il se tourne vers elle et lui dit « Elle respire. Elle respire. Elle respire. » On est normalement arrivé à la fin. Je vois beaucoup de monde arrive. Moi, il y a une chose que je voudrais, mais c'est pour mon équipe, pour les gens qui sont là et pour mon équipe. On a pensé Love is Blue il y a maintenant, j'en sais rien, 6 mois, peut-être un peu plus. On espérait le faire au mois de juin, pendant la période où on sacralise un peu l'océan, c'est-à-dire qu'on a envie ensemble de lui donner tout notre amour, et c'est pour ça Love is Blue. Et tu as raison, l'amour est bleu est aussi magnifique que Love is Blue. Et de toute façon, à ce moment-là, malheureusement la pandémie, et on a la preuve depuis ce matin qu'on ne sait pas ce qui va advenir. Il va certainement y avoir d'autres moments, parce que la planète évolue, parce que le réchauffement climatique, ça va être le prochain sujet. Mais ce que je voulais dire à toute l'équipe, c'est que quand on a pensé justement à cet événement, c'était exactement ça que j'espérais. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment s'interroger et rebondir sur
toutes les actions que vous faites journalièrement, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans les Alpes, que ce soit ici au Pays Basque, partager avec les enfants, essayer de donner tout ce qu'on a en nous de meilleur pour que nos enfants puissent nous écouter et partager ensuite avec leurs parents ce qu'on leur apprend. Et c'était en ça que la question de Renaud était intéressante. On comprend mieux, grâce à vous, qu'on ne sait pas et qu'en fait, on est juste là pour partager des vibrations. Et que les enfants, quand on les voit hier au cinéma en train d'écouter Benjamin Dutreux et de voir ces images ou de voir les images de Éric Loiseau sur le plastique, sur ses découvertes, on sent qu'il y a une énergie en eux parce que ça réveille certainement tout ce que vous venez de dire. Et à ce moment-là, nous, ensemble là sur cette association, et j'espère que les gens qui sont là et qui nous regardent ont le même sentiment, c'est soyons ensemble. Tu parlais du nous tout à l'heure, ensemble, il n'y a que ensemble que nous pourrons sauver le monde, certainement pas, mais en tout cas se reconnecter, se relier. Sauver notre cul, voilà. En tout cas, voilà, oui, sauver l'homme sur la planète, mais surtout se relier. Conférencier, tout relié. Je sais que quand je t'ai écouté la première fois, et ça commence à dater maintenant, ça a été quelque chose que j'ai compris immédiatement, c'est le côté relié. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand on est dans une droiture, et tu reparlais tout à l'heure de ça, de comprendre qu'avec les étoiles qui sont nos ancêtres, on peut toujours... Mais en tout cas, il y a une droiture comme ça, il faut être droit dans ses bottes et bien dans ses baskets. Ça, c'est des expressions modernes, mais c'est ce qui fait qu'on a une joie de vivre et qu'on est heureux d'être ensemble. Et tu parlais des arbres tout à l'heure, on voit bien que le vivant, hors l'homme, se connecte et travaille ensemble et fait des choses ensemble. Ils ne sont pas là pour s'éliminer les uns les autres. Et donc, prenons exemple de la nature et du biomimétisme pour aller dans ce sens-là. Donc, je vous laisse évidemment quelques mots de conclusion. Il est maintenant 6h et quelques. On va avoir une prochaine conférence. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, si ça marche. Il n'y a pas de question, mais c'était juste pour faire le lien. C'est assez, voilà, c'est un petit clin d'œil puisqu'on a une remarque sur Internet où Christian Jean-Pierre nous dit il y a plus de technologie dans une mouche que dans un iPhone 13. Donc voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour faire le lien. Mais je vous laisse le mot de la conclusion. Christian, si tu... Je rejoins ce qui a été dit. Dans mon univers, je crois que le requin, je ne sais pas qui est le requin pour l'autre, si c'est l'homme ou le requin lui-même, c'est qu'on est bluffé par le requin aujourd'hui. Dans son nez, il y a la plus haute technologie, au point qu'on commence à s'y intéresser véritablement à tout un tas d'éléments. Donc nous sommes dans un monde qui est intelligent, nous sommes intelligents, nous avons la chance d'être debout, mais je dirais, nous ne sommes pas séparés de la nature. Tu l'as très bien dit, Maurice, on fait partie de cette nature, et je dirais, c'est se mépriser soi-même que de ne pas s'intéresser à la nature. Et que globalement, ce n'est pas un environnement qui nous concerne. On est un peu mégalo si on parle de l'environnement comme si on était le centre. Alors, on retombe dans le moi-je. Hein. Le milieu ambiant est bien plus intelligent. Que, effectivement, cette remarque est tout à fait vraie. Puis je voudrais aussi vous remercier, Love is Blue, l'ensemble de Waves of Change, etc. Hein, c'est vrai que j'ai parlé moi mon accent, je suis un peu comme Maurice. On est du même lycée, donc on peut le dire, on n'a pas eu de bon prof d'anglais. Donc du coup, on se mange un peu. Mais en tous les cas, merci beaucoup de votre présence. Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient éco-anxieux, et à juste Stan titre, vient d'arriver, c'est lui qui a prononcé le... Et à juste titre, c'est le dicton suisse. Quand je vois ce que j'entends, quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je suis content de penser ce que je pense. Mais oui, on peut être anxieux. Il y a des raisons d'être inquiet. Et il faut s'inquiéter. Mais, nous ne sommes pas les détenteurs de la solution. Nous ne sommes pas le réalisateur du film, ni le scénariste, et nous n'avons même pas le rôle principal. Dans l'histoire de l'univers, l'espèce humaine est un figurant, même en tant qu'espèce.
La plus grosse biomasse de cette planète, ce sont les fourmis. Dans ce monde, c'est les fourmis qui pèsent le plus lourd. Vous mettez tous les pachydermes sur une balance, ensuite vous mettez tous les cétacés sur une balance, vous mettez tous les poissons, ensuite vous mettez tous les êtres humains, et puis à la fin vous mettez toutes les fourmis, c'est ce qui pèse le plus lourd. Alors, que les fourmis disparaissent, et par effet domino, réaction en chaîne, nous disparaissons. Et Christian le confirme, qui a plus de connaissances scientifiques que moi, mais vous pouvez le vérifier. Mais il y a une chose que vous n'allez pas vérifier du tout, parce que vous n'irez pas vérifier. Que nous disparaissions en tant qu'espèce, vous pensez que ça fait disparaître les fourmis? À la limite, pour elles, c'est peut-être même de l'ordre de la bonne nouvelle. Des deux, quelle est l'espèce supérieure? Celle qui dépend de l'autre ou celle qui n'en dépend pas? Pourquoi j'appelle à ce petit exercice d'humilité? Parce que c'est un soulagement. Quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Et il faut entreprendre le premier pas de la réconciliation entre notre espèce et le reste du vivant. Donc si des jeunes, moi je ne suis pas prestateur d'injonction, mais si on me demande alors comment faire, fais le premier pas de la réconciliation. Fais le premier pas de la réconciliation. Et ensuite, il faut faire ce que nos ancêtres ont fait depuis la nuit des temps. Il faut faire confiance à l'univers. Parce que c'est l'univers qui déroule. En terre indienne, ils vous le diront, ne vous inquiétez pas trop, rien de ce que l'homme blanc prévoit n'arrive jamais. Donc, vous savez, même c'est l'apocalypse, c'est tout ce qui l'agite intérieurement, la fin du monde, la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde. Vous savez pourquoi il n'y a pas de fin du monde dans le monde indien? Parce qu'il n'y a pas de début. Ce n'est pas une ligne qui va du point A au point B, c'est un cercle sans fin. Les Indiens, pendant que nous, on trace des équations, vous savez, les sauvages, ils sont... Hein, donc nous, on fait des équations sur des tableaux noirs, carrés, dans des salles carrées, au bout de couloirs carrés, dans des universités carrées. Eux, ils sont au bord de la rivière, ils prennent un caillou, ils font des ronds dans l'eau. Mais parce qu'ils préfèrent la poésie. Mais donc, faire confiance à l'univers. On y est condamné. Simplement se dire peut-être que, en faisant le premier pas, en entretenant un dialogue avec l'univers qui dit « T'as vu, là, j'ai fait un truc, j'ai fait attention ». Peut-être un jour aurons-nous droit à un peu de bienveillance de la part de l'univers à l'égard de notre espèce, au regard de son destin. Ouais. Un petit moment de silence, ça fait toujours... Vous le faites très bien d'ailleurs, gardez ce petit moment de silence pour nous interroger. On va maintenant, je sais qu'il y a du monde qui vient d'arriver, il y a les nouveaux navigateurs qui vont nous parler de ça.